Envie de lecture. Bonjour Nathalie Wolf. Bonjour Patrice Carmouze. Avec un invité qu'on est ravi de recevoir, il s'agit de Pascal Bruckner. On va parler d'un coupable presque parfait. Je vais peut-être le présenter en quelques mots. Bonjour Pascal, d'abord. Bonjour. Alors vous êtes philosophe de formation, vous avez mené de pair une carrière d'essayiste et de romancier. On se souvient peut-être de votre premier grand succès coécrit avec Alain Finkielkraut, c'était le nouveau désordre amoureux, qui vous a d'ailleurs valu d'être remarqué par Michel Foucault, entre autres. Vous parliez déjà et aussi de l'autoculpabilisation d'une certaine gauche il y a plus de 35 ans, dans Le sanglot de l'homme blanc. Mais il ne faut pas oublier aussi vos talents de romancier. On se souvient peut-être du sulfureux Lune de fiel, adapté au cinéma par Roman Polanski, que vous avez d'ailleurs défendu quand il a été attaqué par certaines féministes. Et puis Les voleurs de beauté, qui vous a valu le prix Redodo. C'était en 97, bonne année d'ailleurs pour Grassi, puisque Rambaud avait eu le prix Goncourt la même année. Et vous êtes d'ailleurs depuis membre de l'Académie Goncourt depuis le mois de février dernier. Mais aujourd'hui, on va parler de son dernier livre, Nathalie. Oui, on va parler de votre dernier livre. Bonjour Pascal Bruckner. Bonjour. L'année dernière, vous avez publié Une brève éternité. Oui. Une réflexion sur le temps, sur le vieillissement, sur les âges, sur le sens de nos existences. Et là, j'ai l'impression que vous revenez plutôt dans l'arène, dans le débat, dans le combat, avec un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc, parution Grasset 2020. Alors c'est un livre très documenté, d'un point de vue historique, d'un point de vue sociologique, politique, littéraire aussi. Et le point de départ de votre essai, c'est un constat. Vous dites que le progrès, la liberté, l'universel ne semblent plus être tellement à la mode dans le champ des idées. Et ils ont fait place à une autre trilogie, le genre, l'identité, la race. Alors, Pascal Bruckner, est-ce que pour résumer votre thèse, on pourrait dire que, au fond, vous dénoncez cette tyrannie qu'exercent à la fois les victimes de la décolonisation, de la colonisation, du lapsus intéressant, du racisme et un certain nombre de femmes victimes de la domination masculine contre celui, qu'ils pensent être coupable, c'est-à-dire le mâle blanc. Oui, je m'intéresse surtout à l'espèce de folie hystérique du bouc émissaire, parce que c'est ça qui est intéressant. Et la question que je me pose, c'est pourquoi le bouc émissaire est-il devenu l'homme blanc dans sa réalité biologique et non pas comme autrefois le capitalisme ou alors la lutte des classes ou les rapports économiques. Là, on en est revenu à quelque chose de très simple, qui est au fond la désignation d'une personne physique dont le seul crime, c'est d'exister. Et il me semble que les gens de gauche qui embrassent la trinité américaine, la race, le genre, l'identité, font preuve d'un aveuglement certain et d'une régression, parce que l'échec du progressisme se montre bien dans cette nouvelle cible qui me paraît courte. Moi, on peut détester l'homme blanc, ça ne me dérange pas du tout, mais croire que de sa seule dénonciation viendra le salut du monde me paraît un peu juste. Oui, alors votre analyse est passionnante, originale aussi parce que vous reliez trois discours, le discours néo-féministe, le discours antiraciste et le discours décolonial. Mais est-ce que quand même vous ne mêlez pas des discours, des représentations, des notions qui sont extrêmement différentes ? Oui, alors le point de vue choisi me permettait justement de pointer une sorte d'arme sur trois cibles différentes pour le coup. C'est-à-dire qu'avec ce point de vue, je pouvais appréhender à la fois le discours néo-féministe qui tient l'être masculin pour absolument coupable et violent. Le porteur de pénis est par nature brutal, et donc toute alliance avec lui est grosse de violence. Le discours antiraciste consiste à dire que le blanc est raciste par nature, raciste comme il respire. C'est en tout cas les théories qui nous viennent des États-Unis, qui sont aujourd'hui reproduites dans les universités et à Sciences Po. Et puis le discours décolonial nous dit qu'au fond, on n'a pas assez décolonisé, que maintenant il faut décoloniser l'Occident de l'intérieur et en faire en quelque sorte la proie de ces anciens, des anciennes populations qu'il a asservies.
Et voilà, donc j'ai décidé, en prenant le point de vue du bouc émissaire blanc, de déconstruire ou d'attaquer ces 3 discours. Alors, le mal blanc, c'est un bouc émissaire. Vous parlez d'ailleurs du pénis comme arme de destruction massive, hein, selon certains. Le mal blanc, donc, voilà, c'est aussi une victime. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas vous dire, au fond, vous qui vous êtes souvent opposé aux postures de victimisation, que vous retournez intellectuellement, ce qui est assez habile d'ailleurs, le discours pour faire maintenant de l'homme blanc une nouvelle victime? Alors, moi, je n'ai pas de discours victimaire sur l'homme blanc, je dis simplement qu'il joue un rôle utile et que quand on est un bouc émissaire, on ne peut pas être détruit. Puisque si l'homme blanc disparaissait, comme le disent par exemple les suprémacistes, et je pense qu'ils ont tort, s'il disparaissait, disparaîtrait la clé et l'explication causale absolue qui permet de démontrer toutes les souffrances du reste de la Terre. Donc on a besoin de l'homme blanc comme étant la figure du diable, c'est le Satan. C'est le Satan dont tout le monde, sur lequel tout le monde peut taper, pour l'instant sans trop de dommages, mais il est sûr que ici ou là, des populations de peau claire vont être prises comme cible ou comme objet d'attaque. Et puis, faut pas oublier non plus que une des annexes du racisme anti-blanc, c'est l'antisémitisme, qui là est quand même assez présent. Bien sûr, oui. Et alors, on pourrait revenir sur un concept que vous développez, et sur cette phrase dans votre livre, oui, c'est page 173, vous écrivez ceci: « Notre époque aura inventé cette rareté conceptuelle, l'antiracisme raciste ». Alors, avec ce mal blanc qui se confond dans l'histoire avec la figure du dominateur, est-ce que vous ne pensez pas que ce retour de balancier à son encontre est inévitable quand même? Est-ce qu'on peut vraiment l'éviter, ce ressentiment? Alors, est-ce qu'on peut éviter le ressentiment dans l'histoire? C'est la grande interrogation de toutes les révolutions. Et au fond, on peut dire que l'échec du communisme vient justement du fait que dans la révolution bolchevique, c'est le ressentiment qui a triomphé plus que l'exigence de justice. Ce qui explique d'ailleurs l'effondrement du mur en 1989. Donc, quand il y a ressentiment, on ne cherche pas à placer les êtres, les anciens dominés, les anciens dominants sur un pied d'égalité, mais on veut blesser telle ou telle catégorie de la population. Et là, on est simplement dans la vengeance, mais pas du tout dans une idée d'élargissement du concept d'humanité. Et c'est cela que je dénonce dans ce livre. Alors justement, il y a des discours qu'on entend. Vous parlez notamment d'un sociologue qui, en gros, dit si on viole des femmes blanches, c'est pas très grave. Hein. Ce qui est embêtant, c'est si on viole des femmes d'autres couleurs. Il y a aussi des discours qui peuvent gêner. Je pense tout récemment au discours d'Alice Coffin qui disait je suis pas mariée, ce qui m'évite d'être une femme battue et une femme violée. Mais je reprends un peu ce que demandait Nathalie Volz tout à l'heure, c'est-à-dire au fond, il y a peut-être un retour de balancier. C'est vrai qu'il y a eu cette domination masculine, et peut-être que pour lutter contre cette domination, il faut un retour de balancier un peu violent. Oui, mais est-ce que ce retour de balancier est efficace? C'est ça qu'on peut se demander. Vous savez, on m'a demandé à France Inter s'il fallait pas, au fond, casser des œufs pour faire une omelette. Oui. Ce qui a été l'argument, d'ailleurs, de tous les pouvoirs totalitaires. On a massacré des centaines de milliers de gens au nom de l'omelette parfaite. Le risque, c'est qu'on tue, ou plutôt qu'il y ait beaucoup d'œufs cassés, que l'omelette n'apparaisse jamais. Il n'y a que dans les régimes démocratiques qu'on arrive à corriger les inégalités en essayant de préserver les existences. Donc dans l'histoire, chaque fois qu'on a désigné un bouc émissaire, on en a toujours fait l'objet d'attaques violentes et on n'a jamais finalement fait progresser la réflexion et la pensée. Donc il y a un retour de balancier contre le monde occidental. Oui, ça c'est vrai et ça fait longtemps. Le monde occidental globalement, mais je ne crois pas qu'en attaquant un être dans sa caractéristique physique, les hommes comme les femmes, puisque dans le discours des afroféministes qui dénoncent le blanc-triarcat, comme dit Françoise Vergès, les femmes blanches sont vouées aux gémonies au même titre que les hommes. À partir du moment où on désigne une race précise comme étant l'abomination des abominations, je crois qu'on prépare inévitablement un jour ou l'autre des pogroms. Oui, des discours porteurs de totalitarisme en somme. Alors, au centre de votre livre, eh bien, il y a l'Amérique. Oui.
Ça, c'est important. L'Amérique dont on parle beaucoup ces jours-ci, et on sent que vous l'aimez, et en même temps peut-être une déception. Alors, vous dites dès le début de votre livre, la tribalisation du monde, l'obsession raciale, le cauchemar identitaire, ce sont, et je reprends vos termes, des pestes qui nous viennent des États-Unis. Et c'est vrai que cette posture de la victime, l'attention portée aux minorités, le fait de se sentir comme appartenant à une communauté, tout ça, ce sont des conceptions anglo-saxonnes qui sont assez éloignées de notre culture républicaine. Comment ces notions, finalement, ont fini par nous coloniser, si on peut dire, à notre tour, oui, hein, c'est ça. Eh bien, c'est un étrange rapport d'import-export, c'est-à-dire que ces notions sont nées dans les universités françaises dans les années 70. C'est Deleuze, c'est Derrida, c'est Foucault, ces professeurs brillants qui ont essayé quelques idées, et ces idées sont parties outre-Atlantique, et les Américains les ont en quelque sorte adoptées à leur propre société, et nous les ont renvoyées, comme ils font très souvent, et nous les adoptons sans aucun esprit critique. Je suis toujours étonné de voir notamment les néo-féministes françaises nous parler en franglais. Et vous savez, c'est la fameuse expression que on entend partout, c'est le male gaze. La première fois que j'ai entendu cette expression, c'est sur France Culture. J'étais pas bien réveillé, j'ai entendu merguez. J'ai dit tiens, c'est curieux. Pourquoi est-ce qu'il parle de merguez le matin sur cette chaîne aussi noble? Et pas du tout, c'était simplement une prononciation à la française. C'est le regard masculin. Et alors on nous expliquait que le regard masculin déforme le corps des femmes, et que si les femmes avaient la possibilité de filmer d'autres femmes, elles n'auraient jamais cette vision objectivante qu'ont les hommes, qui sont évidemment tous des machistes et des brutes. Donc effectivement, l'Amérique nous colonise d'abord par l'usage illimité du franglais, de mots américains qui sont collés dans le langage français, et que tout le monde reprend en se croyant plus intelligent, en croyant élargir le champ de la compréhension du monde. Et moi, j'ai le sentiment que les gens qui utilisent le franglais ne connaissent ni l'anglais ni le français, mais simplement, ils sont dans une bouillie linguistique entre les deux langues, et ce qui n'est bon ni pour l'une ni pour l'autre. En fait, sur un plan philosophique, vous regrettez au fond cette montée de la déconstruction de l'humanisme et des Lumières, au fond. Mais alors, je vais prendre la dernière phrase de votre livre, c'est « Ne cédons pas au chantage ». Alors, qui sont les maîtres chanteurs, et est-ce que vous avez peur qu'ils puissent gagner ? Alors, les maîtres chanteurs sont des minorités. C'est donc les néo-féministes, des antiracistes, des décoloniaux, qui viennent de France ou d'ailleurs, mais il faut dire en toute honnêteté qu'ils sont aidés et aidés massivement par des Européens dont la seule ambition, c'est l'autodestruction de l'Europe par elle-même. Je cite à un moment une phrase d'Alain Badiou, il dit qu'il faut en finir avec cette aventure occidentale et blanche et laisser l'Europe être submergés par des vagues de migrants qui vont renverser la civilisation. Et je pense que beaucoup dans nos élites veulent la mort de l'Europe, la mort du monde occidental. Et je fais partie du petit nombre de ceux, mais je crois que ce nombre n'est pas si petit que ça, et qui au contraire il va grandir, qui pense qu'il y a dans l'Europe un trésor unique qui mérite d'être sauvegardé, et que nous ne devons pas céder au chantage de ceux qui voudraient notre prosternation perpétuelle. Je refuse de m'agenouiller devant ceux qui accusent l'Europe de tous les crimes, car je leur demande d'abord de regarder leurs crimes à eux. Pascal Bruckner, une dernière question. Vous êtes membre de l'Académie Goncourt, alors le prix est reporté. Est-ce que vous savez quand celui-ci sera proclamé ? Comment ça se passe alors avec le confinement ? Mais non, j'ai demandé tout à l'heure à Didier Decoing s'il avait des précisions, et il ne sait pas. Tout va dépendre des décisions du gouvernement. Et donc là, on est vraiment dans le brouillard. Ce sera le 10 novembre, comme on l'avait prévu initialement, le 19. C'est vraiment une année atypique pour Camille Laurence et moi qui venons de rentrer au prix Goncourt. Et donc, même si le Goncourt est proclamé avec tous les autres prix, le Renaudot, quel va être l'effet pratique de ces annonces pour les lauréats, puisque de toute façon, personne ne peut aller acheter des livres en librairie, et que le click and collect ne concerne que 10% des ventes globalement. Il y a 4 finalistes, vous avez déjà fait votre choix, vous savez pour qui vous allez voter ? Alors moi, je sais pour qui je vais voter, mais je ne peux pas vous le dire. Mais il y a 4 finalistes, donc les 2 qui ont le plus de probabilité de rester,
c'est Hervé Letellier avec Anomalie et c'est Maël Renoir avec l'historiographe du royaume. Alors, donc, là, c'est le choix de Nathalie, je vous le dis comme ça, mais bon. Bien, je suis content de l'apprendre et je pense que c'est un bon choix. Les deux livres sont intéressants. L'un est très littéraire, l'autre est très expérimental, construit selon les méthodes de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. C'est un ouvrage à la fois de science-fiction et d'univers parallèle. Ce sont des bons livres, même si moi, à titre très personnel, j'aurais donné le concours à Yoga d'Emmanuel Carrère parce que je pense qu'il faut consacrer une œuvre. Mais bon, les jurés l'ont décidé autrement, donc je m'incline et nous verrons bien lequel de ces deux livres décrochera la palme le 10, le 19 novembre ou bien quelque part en décembre. Eh bien, bonne délibération, alors, Pascal Bruckner, avec vos confrères du prix Goncourt. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci beaucoup.